ni l'autre. Réunir dans un petit volume submicroscopique d'océans primitifs toutes les centaines de composés moléculaires nécessaires à l'émergence d'un cycle autorépliquant est un problème énorme. Et c'est ainsi que mes doutes sur la capacité des acides aminés à s'organiser en séquences biologiques indépendantes et fonctionnelles, sans la présence préalable d'informations génétiques, m'ont conduit à un point de rupture intellectuelle vers la fin des années 70. Pendant que Kenyon réévaluait sa théorie, de nouvelles découvertes biochimiques affaiblirent davantage sa conviction que les acides aminés auraient pu se regrouper en protéines. Plus j'approfondissais mes recherches, qui se déroulèrent quelque temps au centre de recherche Ames de la NASA, plus mon hypothèse de l'évolution chimique faisait question. Par la suite, les études expérimentales ont montré que les acides aminés n'ont pas la capacité de s'organiser en séquences biologiques fonctionnelles. Face à l'accumulation des problèmes au sein de sa théorie et à l'augmentation des données scientifiques sur l'importance de l'ADN, Kenyon fut obligé de prendre en compte le rôle incontournable de l'information génétique. À force d'examiner l'alternative présentée dans les critiques, et le problème énorme que nous tous qui travaillons dans le domaine avions négligé, à savoir l'origine de l'information génétique elle-même, j'ai été amené à reconsidérer ma position sur les origines. Pour Dean Kenyon, une nouvelle question occupa le centre de ses recherches sur l'origine de la vie. Quelle est la source des informations biologiques contenues dans l'ADN? Si quelqu'un pouvait déceler l'origine de ces messages encodés dans l'être vivant, on aboutirait à une satisfaction intellectuelle bien plus grande que celle offerte par la théorie de l'évolution chimique. Mais Kenyon se rendit compte qu'il faisait face à des alternatives limitées. Dans les années 70, la plupart des chercheurs avaient rejeté l'idée que l'information nécessaire à l'émergence de la première cellule était le simple fait du hasard. Pour comprendre cela, imaginez la difficulté d'obtenir seulement 2 lignes d'une pièce de Shakespeare comme Hamlet en laissant tomber des lettres de Scrabble sur une table. Puis, considérez que les instructions génétiques nécessaires à la composition des protéines dans l'organisme unicellulaire le plus simple rempliraient des centaines de pages de texte imprimés. Bien sûr, les biologistes sérieux ne croyaient pas que la vie était apparue par pur hasard. Ils envisageaient plutôt que la sélection naturelle s'était opérée sur des variations aléatoires parmi les composés chimiques pour produire la première forme de vie. Mais cette proposition posait un problème. Par définition, la sélection naturelle ne pouvait se manifester qu'après l'apparition de la première cellule vivante. Parce qu'elle n'intervient que sur des organismes capables de se répliquer, des cellules équipées d'ADN qui transmettent leurs mutations génétiques aux générations suivantes. Sans ADN, il n'y a pas d'autoréplication. Mais sans autoréplication, il n'y a pas de sélection naturelle. On ne peut donc pas utiliser la sélection naturelle pour expliquer l'origine de l'ADN, sans supposer l'existence même de ce qu'on cherche à expliquer. Le hasard, la sélection naturelle et sa théorie d'auto-organisation n'avaient pas été en mesure de définir l'origine de l'information génétique. Kenyon n'avait plus qu'une alternative. En l'absence de la moindre probabilité de voir l'évolution chimique déterminer l'origine de la cellule la plus simple, l'approche d'une conception intelligente de la vie m'a beaucoup attiré et m'a paru très sensée, étant donné qu'elle correspondait étroitement à de multiples découvertes en biologie moléculaire. Dans les années suivant le rejet de l'évolution chimique par Kenyon, la science a révélé les détails d'un système complet de traitement d'informations qui porte la marque d'une conception intelligente.
Des images de synthèse nous permettent d'entrer dans une cellule et d'observer son remarquable fonctionnement. Au cœur de la cellule, on aperçoit les brins compacts d'ADN, des entrepôts d'informations indispensables à la construction de toutes les protéines d'un organisme. Dans un processus appelé transcription, une machine moléculaire déroule une section de l'hélice pour exposer les instructions génétiques nécessaires à l'assemblage d'une protéine spécifique. Une autre machine copie ensuite ces instructions pour former une molécule appelée ARN messager. La transcription achevée, le brin d'ARN transporte l'information génétique à travers l'ensemble pore nucléaire, qui est une espèce de portier qui contrôle les échanges entre le noyau et le reste de la cellule. L'ARN messager se dirige vers une usine moléculaire constituée de 2 sous-unités et appelée ribosome. Après un arrimage solide, le processus du décodage commence. Dans le ribosome, une chaîne de montage moléculaire construit une série d'acides aminés spécifiquement séquencés. Ces acides aminés sont acheminés de diverses parties de la cellule, puis assemblés en chaînes qui comptent souvent des centaines d'unités. Leur disposition séquentielle détermine le type de protéines fabriquées. Lorsque la chaîne est constituée, elle quitte le ribosome pour se diriger vers une machine en forme de tonneau qui l'aide à prendre la forme précise, indispensable à sa fonction. Une fois la protéine fabriquée, elle est libérée et escortée par une autre machine moléculaire vers l'emplacement exact qui l'attend. Il est absolument inouï d'observer, à cette échelle microscopique, un mécanisme aussi finement réglé, un dispositif qui porte la marque d'une conception et d'une fabrication intelligente. Nous disposons des détails d'un univers moléculaire hautement complexe qui gère l'information génétique. Et c'est précisément dans cette branche nouvelle de la génétique moléculaire que nous voyons la preuve la plus incontestable d'une conception intelligente sur la Terre. Quand j'observe les machines moléculaires ou le processus incroyablement complexe de la division cellulaire, j'ai envie de poser la question. Est-il possible que cela provienne d'une intelligence? Ces structures ont-elles été planifiées dans un but précis? La science doit être une recherche de la vérité à propos de notre monde. Nous ne devons pas préjuger de la vérité. Nous ne devons pas dire « je n'aime pas cette explication, donc je la mets de côté ». Quand nous sommes confrontés à un puzzle dans la nature, il faut plutôt considérer toutes les explications possibles. Un des problèmes que me pose la théorie de l'évolution est qu'elle écarte artificiellement une cause avant même de considérer les preuves. Et cette cause, c'est l'intelligence. Depuis la fin du 19e siècle, depuis Darwin en fait, en partie en raison de l'origine des espèces, les scientifiques ont été amenés à accepter une convention, une définition de la science qui excluait toute explication basée sur une conception intelligente.
Cette convention porte un nom, le naturalisme méthodologique. Cela veut dire tout simplement que si l'on veut rester scientifique, les explications qu'on avance doivent se borner à des causes naturelles. On ne peut invoquer l'intelligence pour désigner une cause. Pourtant, et curieusement, nous évoquons régulièrement l'intelligence. Constater les effets de l'intelligence fait partie de nos raisonnements habituels. Prenez par exemple les hiéroglyphes gravés sur les ruines des monuments égyptiens. Personne n'attribuerait les formes et la disposition de ces symboles à des causes naturelles telles que les tempêtes de sable ou l'érosion. Ils sont bien reconnus comme l'œuvre d'anciens scribes, des êtres humains intelligents. Le même raisonnement nous fait conclure que les mystérieuses statues de l'île de Pâques ne sont pas le fruit de l'action du vent et de l'eau au fil du temps. On ne suppose pas non plus que des plantes puissent prendre ces formes familières sans l'apport d'une intelligence. Nous aboutissons régulièrement à ces conclusions, et nous savons qu'elles sont justes. Mais la question est de savoir sur quelle base nous faisons ces déductions. Quelles caractéristiques nous permettent de reconnaître l'intelligence ? Dans un livre récent intitulé The Design in France, le mathématicien William Dembski a réalisé une avancée importante pour comprendre l'activité de l'intelligence. Dembski a identifié les caractéristiques spécifiques des phénomènes qui nous poussent à reconnaître une activité intelligente préalable. J'ai abordé ce sujet en essayant de comprendre comment nous raisonnons. Quelles sont les démarches logiques qui nous amènent à conclure à une conception intelligente? Et ce que j'essaie de faire, c'est de présenter des critères fiables, empiriques et rigoureusement scientifiques pour déterminer si quelque chose a été conçu. J'ai examiné les démarches logiques et j'ai établi qu'il faut de l'improbabilité, des caractéristiques, un motif identifiable. Selon Dembski, les hommes reconnaissent avec justesse une activité intelligente quand ils observent un objet ou un événement très improbable qui correspond aussi à un motif reconnaissable. C'est ce que l'on retrouve dans les collines noires du Dakota du Sud. Si vous traversez l'Ouest, vous apercevrez de nombreuses formes dans les montagnes, sans signification particulière pour la plupart. Ce sont de simples rochers éparpillés çà et là. Mais vous ne verrez pas les visages de Lincoln, Jefferson, Teddy Roosevelt et George Washington. C'est seulement dans le Dakota du Sud qu'elles apparaissent. Elles sont là à cause d'un sculpteur, un excentrique, qui voulait honorer ses présidents des États-Unis en passant la plus grande partie de sa vie à ciseler leur visage dans les parois d'une montagne. La forme est improbable. Une colline quelconque est aussi improbable. Mais une telle colline ne caractérise rien. On connaît par contre 4 présidents des États-Unis aux traits particuliers et on s'aperçoit que ces sculptures sur les parois de la montagne correspondent à ces individus. Quand j'observe ces visages, je reconnais immédiatement les présidents représentés sur des billets, des tableaux de la National Gallery ou des peintures. En regardant le mont Rushmore, je retrouve non seulement des configurations de rochers très improbables, mais aussi des formes liées à un modèle indépendant qui indique de manière fiable la présence d'intelligence. On a donc une faible probabilité et des caractéristiques. C'est attribuable à une conception. Sur une plage, une autre forme improbable gravée dans le sol illustre comment nous reconnaissons la conception intelligente. Personne ne penserait que ce message a été écrit par les marées. Les caractéristiques de cette forme nous conduisent à voir les mots comme le produit d'une intelligence. Cette disposition improbable coïncide aussi avec un modèle donné et indépendant, à savoir celui des lettres de l'alphabet et des mots reconnus de notre vocabulaire. C'est donc l'improbabilité de la configuration à laquelle s'ajoute la concordance avec un modèle indépendant qui éveille la notion de conception. Ces illustrations suggèrent que les critères de William Dembski pour détecter une conception intelligente, une faible probabilité et des caractéristiques, correspondent essentiellement à de l'information.